Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau 1 heure pour l'autonomie. Je propose à ce qu'on démarre tout doucement. Aujourd'hui, on va vous parler de l'habitat inclusif et pour vous présenter le sujet, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Lovato, qui est chargée de mission au sein du service accueil alternatif de la direction de l'autonomie au département du Nord. Mais avant de lui céder la parole, je vous rappelle que ce temps d'information, il est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, je vous invite tout simplement à désactiver votre caméra. Le support qui va vous être présenté, il vous sera remis à l'issue de la présentation et vous serez également, comme à l'accoutumée, destinataire du lien pour accéder à l'enregistrement sur la chaîne YouTube du département. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions, mais dans le chat, et on y répondra dans un second temps via une foire aux questions. Ton micro a été coupé, Emeline. Mince, j'ai parlé toute seule? Vous n'avez rien entendu du tout de ce que je viens de dire? Juste la fin, c'est juste les deux, Ah, ok. après la foire aux questions, où là, je sais pas, la technique A bugué. Et donc, je disais, une fois qu'on vous aurez posé vos questions dans le chat, on envoie une foire aux questions. Et maintenant, je vais céder la parole à Nathalie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, le sujet qui est le nôtre aujourd'hui est celui de l'habitat inclusif. Du coup, je vais peut-être commencer à partager le support. Comme Emeline vous l'a expliqué en introduction, le service au niveau des accueils alternatifs au sein de la direction autonomie est en charge effectivement alors du déploiement de deux thématiques, celle de l'accueil familial et celle de l'habitat inclusif. Vous avez déjà eu un temps sur l'accueil familial PAPH en amont avec notre responsable Sylviane Driss et une de nos collègues chargées de mission. Là, aujourd'hui, on va effectivement se concentrer sur l'autre partie de l'activité du service en lien avec les territoires, à savoir l'habitat inclusif. Voilà. Donc, ou à être chez soi sans être seul, puisqu'effectivement, le propre de l'habitat inclusif, c'est, on va le voir ensemble, de pouvoir apporter des réponses à des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et d'invalidité pour pouvoir leur permettre de continuer à rester dans un chez-soi sans être effectivement dans une situation d'isolement et en choisissant de partager des temps avec les autres personnes qui sont impliquées dans le cadre du projet d'habitat inclusif et dans le cadre du projet de vie sociale et partagée. Mais tout ça, c'est ce qui va nous occuper pendant l'heure qui est à partager ensemble. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle, effectivement, comme Emeline le rappelait, de façon à ce que on puisse aussi compléter par la suite peut-être les éléments qui vous seront présentés aujourd'hui. Alors, par rapport à ce thème de l'habitat inclusif, pour démarrer, on va vous proposer de partager ensemble un petit support vidéo qui a été réalisé dans le cadre d'une journée départementale qui a été mise en œuvre en novembre l'année dernière, avec l'ensemble des porteurs de projets qui sont existants dans le Nord, en présence de la CNSA, du préfet, des membres de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif. Et le but, c'est que ce petit support, il serve à poser le décor de l'habitat inclusif, mais qui puisse aussi vous servir, vous, quand vous intervenez auprès du public ou de groupes de personnes, à pouvoir aussi présenter et avoir un outil à votre disposition sur ce qu'est l'habitat inclusif et la création de l'aide à la vie partagée. Donc, du coup, je vais aller rechercher la petite vidéo. Comme ça, hop, je vous la partage. Alors, juste une petite minute. Hop, là. Et je vais rechercher
Alors, hop là, je vais vous partager la vidéo. Alors, est-ce que vous avez la vidéo en partage? Oui, on a la Ça vidéo en marche? partage. Oui. Super. Je lance la vidéo. À tout de suite. Vivre en habitat inclusif, c'est vivre chez soi, mais pas seul. C'est avoir un logement indépendant et des espaces de vie partagés pour se retrouver et faire des activités. C'est un projet à taille humaine, alliant temps personnel et temps collectif. Plusieurs formes d'habitat sont possibles. La colocation. Les locataires ont une chambre individuelle et un espace de vie partagé avec les autres colocataires. L'habitat regroupé. Les locataires ont leur propre logement dans un même immeuble. L'habitat diffus, les locataires ont leur propre logement dans un même quartier. Tous les locataires partagent des moments collectifs dans des espaces dédiés et ont en commun un projet de vie social et partagé. Pour accompagner ces nordistes dans leur choix, le département du Nord a mis en place depuis 2021 l'aide à la vie partagée, AVP. Elle est cofinancée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département. Pour recevoir cette aide, les locataires doivent être en situation d'invalidité ou de handicap ou avoir plus de 65 ans. Vivre à titre principal dans un habitat inclusif conventionné avec le département. Habiter dans un habitat inclusif qui a mis en place un projet de vie sociale. L'aide à la vie partagée permet de financer la coordination et l'animation du projet de vie sociale et partagé. Son montant dépend de sa capacité à faciliter une dynamique collective, favorisant le vivre ensemble entre les habitants et leur environnement et le faire ensemble. Aujourd'hui, près de 400 nordistes âgés ou en situation de handicap ont déjà fait le choix de vivre dans un habitat inclusif. Je vais revenir. Alors du coup, le tuto vous permettait de revenir sur l'habitat inclusif, les différentes formes d'habitat inclusif et également sur la création, on va le revoir ensemble, de l'aide à la vie partagée, puisque ça fait partie de l'évolution dans le développement de cette politique. Donc, je vais revenir du coup sur le support. Donc, dans le cadre, effectivement, donc, comme le tuto en posait le décor, l'habitat inclusif, dans les interventions que vous menez les uns les autres auprès du public ou en partenariat, ce qui est important de repérer, c'est qu'effectivement, c'est une manière de répondre aux attentes nouvelles des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans le cadre de leur parcours de vie. Et l'idée de cette politique qui s'est construite à partir des politiques volontaristes menées par des départements sur le plan national, dont le Nord, et d'autres départements également, et forcément du coup de porteurs de projets et d'habitants qui se sont voilà, progressivement inscrits dans des projets à une période où l'habitat inclusif était vraiment voilà, au tout début, même avant le cadre de la loi Elan. Cette politique qui s'est construite petit à petit permet aujourd'hui d'offrir aux personnes ciblées dans leur parcours de vie des alternatives entre le domicile et l'établissement. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, l'habitat inclusif permet du coup aux personnes de choisir déjà, de s'impliquer et de pouvoir participer à ce type d'habitat.
en lien avec le groupe de personnes qui m'ont partagé avec elles le projet de vie sociale et partagé. Du coup, ce type de projet permet à ces personnes de pouvoir à la fois continuer à être dans un chez-soi sans être seul, c'est ce qu'on vous disait au départ, et en même temps de partager des temps avec les autres habitants du projet ou les autres locataires, et également de pouvoir continuer en libre choix à réaliser leurs activités personnelles, le maintenir le lien avec la famille ou relancer des liens avec la famille ou des amis. On le voit au niveau de certaines personnes, les situations d'isolement sont souvent des cas de figure qui amènent à aller vers ce type de projet. Et les 3 caractéristiques importantes à avoir en tête en matière d'habitat inclusif, c'est de respecter et de mettre au centre le libre choix de la personne. C'est pas du tout un type de projet vers lequel on le reverra, il y a une orientation comme dans voilà, une orientation vers un établissement. C'est vraiment quelque chose qui se tisse et un libre choix qui se tisse entre la personne et les autres habitants qui sont impliqués dans le projet. Et chacun a son mot à dire. C'est en ça qu'effectivement, on ne peut pas être dans une offre médico-sociale, on ne peut pas s'inscrire dans ce cadre-là, puisqu'on se situe dans le droit commun. L'habitat inclusif, il est aussi inscrit durablement dans la cité. L'objectif, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un projet qui est itinérant, hein. C'est à un moment donné une implantation qui est définie sur le plan local à partir de l'étude des besoins des personnes en amont. Et enfin, il y a la caractéristique d'un projet de vie sociale et partagé qui est défini entre les habitants, parce qu'effectivement, dans le cadre de l'habitat inclusif, eh bien, les personnes, ce qui est important, c'est que c'est elles qui se mettent d'accord entre elles, en lien avec, on le verra après, la fonction de coordinateur, animateur, régulateur, qui se mettent d'accord entre elles sur les besoins qui sont convergents et sur ce qu'elles souhaitent partager au sein du projet de vie sociale et partagée. Et c'est pour ça que d'un projet à l'autre, il y a des variantes. On ne peut pas avoir un même projet de vie sociale et partagée d'un projet à l'autre, tout simplement parce que le public n'est pas le même, parce que les choix des personnes ne sont pas forcément les mêmes et qu'en plus, sur un même projet, il peut y avoir des évolutions. On n'est pas du tout dans un projet de service qui est réalisé une bonne fois, enfin, régulièrement ou une fois par an, et on actualise ce projet de service. On est vraiment sur un projet de vie sociale qui se tisse semaine après semaine et s'enrichit en fonction de ce que les personnes expérimentent, ce qui leur convient, ce qui leur convient pas, la confiance qui s'installe dans le groupe des habitants, et ça évolue au fur et à mesure. Et ça se formalise du coup de façon totalement adaptée en fonction des personnes et en fonction du profil du groupe. Parce que du coup, le porteur de projet ne va pas utiliser les mêmes outils et les mêmes approches en fonction du coup, un public en situation de handicap psychique et puis des personnes âgées qui ont leurs capacités et qui, du coup, voilà, n'ont pas besoin, vous voyez, des mêmes supports et de la même adaptation. Et on le voit, les porteurs de projets ont créé avec les habitants des supports très différents pour formaliser le projet de vie sociale et partagée. Je pense à un projet où justement ils ont réalisé une BD. Il y a quelqu'un dans le groupe, c'est un projet qui est porté et qui concerne des personnes en situation de handicap psychique. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui néanmoins a cette capacité à réaliser des supports en BD. Eh bien, du coup, le groupe a été intéressé et la formalisation du projet de vie sociale et partagée s'est fait de façon totalement ludique avec le support d'une petite bande dessinée. Donc, vous voyez que vraiment, l'objectif, c'est que les personnes soient au centre et que ce soit elles qui aient bien la capacité de dire ce qu'elles souhaitent. Et le coordinateur, animateur, régulateur, il est au service du groupe de personnes et ce n'est pas l'inverse.
Alors, si on continue dans l'idée de poser le décor ensemble sur ce qu'est l'habitat inclusif, on vous a remis ici, parce que ça, c'est quand même important de l'avoir en tête, le cadre réglementaire à minima. Voilà, ça, c'est pour vous en tant que professionnel. Mais surtout, ce qui est important de retenir, c'est que dans l'habitat inclusif, on est bien sûr sur un dispositif qui émane de la loi Elan, du coup, qui s'adresse aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, qui choisissent du coup comme résidence principale un projet d'habitat inclusif avec plusieurs formes possibles, on va le revoir après, et avec ces temps collectifs choisis sur mesure à la carte en fonction du groupe, de sa dynamique, de la réalité du projet. Ça veut donc dire qu'on peut avoir des habitants qui sont à la fois locataires, certains qui sont colocataires, locataires parce que certains vont avoir leur logement individuel et on peut avoir du logement, on va le voir après, en diffus en proximité, regroupé, avec des logements plus proches. On peut avoir des colocataires parce qu'il y a la partie des projets qui concernent des colocations entre personnes ayant choisi d'élire leur domicile dans le cadre d'un projet d'habitat inclusif, sous-locataires ou même propriétaires. On a des projets où il y a des personnes qui sont propriétaires de leur logement et qui sont partie prenante d'un projet d'habitat inclusif. Donc, vous voyez qu'on a des possibilités multiples. Maintenant, on va voir qu'effectivement, ce n'est pas une action collective comme ça à ciel ouvert, un projet d'habitat inclusif, c'est bien à la base un diagnostic qui fonde la définition du public cible du projet en fonction du besoin local, de la réalité, et c'est ce qui fait que du coup, après, on va pouvoir avoir un déploiement localisé et sur mesure. L'habitat inclusif peut aussi, quand même, c'est important de le situer, de se le dire, se situer du coup dans le parc privé comme dans le parc public, au niveau des logements sociaux et dans les respects de règles de droit commun. C'est bien pour ça que, vous le voyez là dans les deux flèches, ce pouce levé et ce pouce vers le bas, c'est que dans l'habitat inclusif, eh bien, on va vraiment veiller à continuer à ce que les personnes s'inscrivent et que les projets s'inscrivent dans le cadre du droit commun. À ce titre-là, il n'y a pas de, comment dire, on n'est pas dans les terminologies de l'établissement, donc on ne va pas parler de place, on ne va pas parler de filière d'attente, on ne va pas non plus avoir d'inscription par des outils comme Via Trajectoire, parce que ça, ce sont des outils et ce sont des vocables qui relèvent des établissements. Ils ont une fonction, les établissements, dans le paysage, et c'est bien important de l'avoir en tête, mais pour le coup, l'habitat inclusif s'inscrit bien en complémentarité. Il n'est pas là pour remplacer les établissements dans le parcours de vie de la personne. Ils sont là pour venir au contraire répondre à des besoins intermédiaires et permettre à des personnes, après par exemple l'établissement hors les murs, après le logement accompagné, ou bien en étant en situation d'isolement dans du logement de droit commun, ou bien en ayant des situations aussi où des personnes, on le voit, ont été orientées à tort ou par défaut pour certaines dans des dispositifs et dans des établissements, alors qu'ils avaient des capacités à. Il y a des personnes qui ont développé des capacités en établissement et qui du coup peuvent aussi avoir ce tremplin et cette perspective de pouvoir aller vers l'habitat inclusif sans que pour autant on se substitue à l'établissement hors les murs ou au dispositif de logement accompagné. C'est très important parce que on le sent, on l'entend aussi dans le contexte actuel. Il peut y avoir une inquiétude des gestionnaires d'établissements et avoir cette inquiétude qu'on remplace en fait les établissements et les budgets relatifs aux établissements par le développement de l'habitat inclusif en tant que tel. Il y a des publications qui ont été menées sur le plan national à ce sujet-là. Pour nous, c'est très clair sur le plan départemental. Ça n'est pas la vocation de l'habitat inclusif. Pourquoi? Parce qu'en habitat inclusif, on ne va pas retrouver un plateau technique d'établissement.
Bien sûr, puisque ce n'est pas sa fonction. Donc, du coup, il y a bien à réfléchir à quel est le public qui peut être concerné par ce type de projet et les informer effectivement en conséquence pour qu'ils puissent soit prendre contact, on va le voir tout à l'heure, soit effectivement peut-être être à l'origine du développement d'un projet parce que peut-être sur le territoire, il n'y en a pas et que ça donne aussi l'envie et l'élan. On l'a quand on regarde la diversité des porteurs de projets qu'on a sur le plan départemental. On a à la fois, alors c'est plutôt côté handicap, mais on a des familles de personnes en situation de handicap qui se sont mobilisées pour créer des projets d'habitat inclusif. Il y a des gestionnaires d'établissements, il y a des communes, des CCAS qui se sont aussi impliqués. Donc, on a des diversités comme ça d'origine dans le développement. Ce qui compte pour nous au niveau des porteurs de projets, c'est que le porteur qui est à l'origine, il est cette expertise ou cette connaissance importante d'abord du public. Pourquoi? Parce que l'habitat inclusif, ce n'est pas un projet qui se construit à partir d'une opportunité immobilière, c'est un projet qui se construit à partir du besoin des personnes au local et en fonction d'un écosystème. Parce que, effectivement, l'habitat inclusif, c'est une forme de réponse qui concerne effectivement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Alors, les personnes âgées, on va le voir après, de plus de 65 ans, et les personnes en situation de handicap où il y a une reconnaissance d'invalidité. Et donc, il est important qu'on ait effectivement d'abord ce repérage de besoins concrets des personnes locales pour voir quand même si le projet peut se développer sur ce type de territoire-là, parce qu'un projet d'habitat inclusif, il a quand même nécessité de pouvoir s'inscrire dans un écosystème, donc de l'accessibilité à des services, à des transports, à des suivis de santé, l'accès à la culture, l'accès à des commerces, à la vie de tous les jours en fait. C'est en ça qu'il est pertinent, il répond à certains besoins. Pour autant, ce n'est pas la réponse à toutes les situations. Et ça, on en a conscience, mais c'est important aussi pour vous que ce soit clair, de manière à ne pas informer à défaut, par défaut ou à tort des personnes vers la perspective d'un projet d'habitat inclusif. C'est important qu'on soit au clair sur cet aspect-là parce qu'effectivement, il y a des besoins, on le voit. Il y a des projets à l'heure actuelle ou des sollicitations auxquelles nous, on doit faire face sur le plan départemental et on voit bien que le curseur sur la nature du besoin des personnes, il est trop important en termes de suivi médico-social nécessaire en proximité en 24/24 dans un quotidien pour être le cadre et s'inscrire dans le cadre de l'habitat inclusif. Et notre service s'intitule Accueil alternatif parce qu'effectivement, on se trouve à la croisée où, certes, on est responsable de l'offre et du développement et d'un déploiement avec les membres de la conférence des financeurs d'un habitat inclusif à sa juste place et au bon endroit sur le plan territorial. Pour autant, il y a nécessité que, comment dire, ce développement amène aussi à prendre en compte ou à repérer qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Et donc, on est aussi attentif à voir comment il peut y avoir une poursuite du développement, en tous les cas d'une prise en compte des besoins qui ne peuvent pas relever de l'habitat inclusif, mais qui pour autant sont existants. Parce que, voilà, à ce jour, l'habitat inclusif ne peut pas pour autant répondre à toutes les situations qui se posent, hein. On le voit avec certaines problématiques, comme les jeunes sortant de l'ASE, comme aussi des publics relevant des appartements thérapeutiques en psy adulte ou autres. C'est-à-dire qu'il y a nécessité, voilà, qu'ensemble, on soit garant d'un habitat inclusif à une juste place pour tout simplement pas mettre des publics en difficulté et amener le dispositif à prendre en compte des personnes qui seraient en difficulté pour trouver leur place ou simplement en grande difficulté parce que le plateau technique n'est absolument pas celui d'un établissement.
Donc, du coup, effectivement, c'est un projet qui, à la fois, est à la croisée entre les besoins des personnes âgées et en situation de handicap ou d'invalidité dans le champ de l'autonomie, et en même temps, à la croisée d'une politique de développement d'habitat à partir d'un existant, à partir d'un projet réhabilité, à partir de construction. Ça dépendra après du diagnostic au niveau local et c'est pour ça que c'est des projets sur mesure. C'est pour ça que ce sont des projets pour lesquels on n'a pas de modèle type en tête qui se duplique quel que soit le territoire. En général, quand on est sur ce type d'approche, ça pose question parce que ça veut dire qu'il y a une difficulté de la part du porteur à savoir s'inscrire sur le plan local et à faire du sur-mesure, hein. Or, c'est bien le but, hein, de rechercher l'adhésion des personnes et de co-construire avec elles le plus tôt possible le projet d'habitat inclusif, avec donc cette partie d'habitat où les personnes ont leur logement, que ce soit la location, la colocation, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi un espace collectif dédié pour le projet de vie sociale et partagée. C'est la particularité de l'habitat inclusif et c'est bien ce que disent les textes sur le plan national, c'est qu'il y a nécessité qu'on puisse avoir la mise à disposition de cet espace collectif dédié parce que les personnes doivent pouvoir avoir cette liberté d'accès à cet espace et il doit être en proximité puisque il y a la nécessité, excusez-nous, il y a une sorte de déménagement qui s'opère dans la salle d'à côté, c'était absolument pas prévu. C'est vraiment la matinée de toutes les surprises. Je suis absolument désolée. Si vous entendez également le bruit en fond, voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de délibéré de notre part. C'est la réalité voilà, du contexte. Je nous en excuse par avance. Donc, du coup, si on regarde du coup ce qu'est effectivement l'habitat inclusif, si on approfondit, c'est que je vous le disais tout à l'heure, donc les personnes dans l'habitat inclusif sont soit en situation de handicap, avec différents types de reconnaissance de handicap des MDPH ou bien une invalidité, alors de la catégorie 1 à la catégorie 3 hein, pour l'invalidité, ou des personnes âgées de 65 ans et plus. Et vraiment, ce qui compte, c'est que les personnes fassent le choix, en toute liberté, de venir participer à ce projet. Ce n'est pas du tout quelque chose qui doit leur être imposé, hein. On n'est pas dans une démarche coercitive, puisque l'arrivée, en fait, dans un projet d'habitat inclusif, elle va passer par différentes étapes. Déjà, il y a nécessité avec les personnes, et c'est la situation dans laquelle vous pourrez vous retrouver, où vous vous êtes déjà retrouvés en tant que professionnels les uns les autres sur le terrain, c'est de resituer, que ce soit par rapport aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées, l'ensemble de la palette des possibles entre le domicile et l'établissement. Qu'est-ce qui s'offre à moi? Entre rester chez moi et aller en EHPAD en dernier curseur pour la personne âgée, entre rester chez mes parents ou bien aller en établissement ou avoir été en établissement pour une personne en situation de handicap et voilà, dans mon parcours de vie, à un moment donné, trouver la place de l'habitat inclusif, on vous remettra une slide sur justement les possibles dans ces parcours. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, du coup, l'habitat inclusif, quelle place il a dans ce paysage, c'est important de pouvoir l'expliquer aux personnes. Et on le voit d'autant plus avec les personnes âgées et leurs familles, parce qu'à l'heure actuelle, cette offre de l'habitat inclusif, elle est moins connue des personnes âgées et de leurs familles que des personnes en situation de handicap. Et donc, il y a un vrai travail pédagogique. Il y a des porteurs de projets qui développaient plutôt des projets à destination de personnes en situation de handicap. Et quand ils ont voulu aller vers les personnes âgées, là, gros delta, quoi, parce qu'ils se sont retrouvés en difficulté, parce qu'en fait, déjà, on n'est pas à la même étape dans le chemin de vie des personnes.
dans le parcours de vie de la personne. Et en plus, bah, l'habitat inclusif, c'est le gros néant, quoi. Et donc, il y a nécessité, effectivement, de pouvoir le clarifier avec eux et de pouvoir se mettre autour de la table ensemble pour savoir bah, qu'est-ce que ça apporte de plus. Parce que c'est quand même pas rien pour la personne âgée de choisir de quitter un domicile qu'elle occupe depuis longtemps, etc. Et nous, il y a des vigilances qu'on a à l'heure actuelle, même sur le plan national avec d'autres départements, parce qu'on peut avoir des acteurs qui pourraient avoir tendance à proposer des colocations pour les personnes âgées. Sauf que on voit que quand on discute avec les personnes âgées, ben elles, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent souvent elles ont vécu dans un logement individuel et qu'elles ont envie de continuer à rester dans un logement individuel. Donc, du coup, ben, comment on va être vigilant dans le développement et dans la suite du développement de l'habitat inclusif à ce que bah, on puisse préserver peut-être du logement individuel en regroupé ou en diffus par rapport aux personnes âgées. Et peut-être des typologies de logements qui ne sont pas de l'ordre du type 1, parce que c'est pareil, quand on a eu un parcours de vie où on a eu son logement propre, bah, arriver dans un logement de type 1, c'est une vraie complexité. Et donc ça, c'est des questions qui sont à l'œuvre actuellement dans les accompagnements des projets qui se font sur les territoires. Et dans un projet d'habitat inclusif, les personnes peuvent effectivement mutualiser de façon partielle, c'est jamais en totalité, hein, quand c'est le cas, leur plan d'aide à APA ou PCH. Et ça, c'est en fonction effectivement du libre choix des personnes. Et c'est aussi toujours avec cette optique de respecter la liberté des personnes dans le cadre des projets. S'il y a le choix d'une mutualisation partielle des plans d'aide et d'un SAD partenaire du projet, eh ben, ce choix-là doit pouvoir se faire ou en tous les cas être réinterrogé avec les habitants du projet si en avançant, bah, il y a des difficultés qui se posent entre bah, ce qui était prévu et puis la réalité de la mise en œuvre des plans d'aide et des interventions du SAD dans le cadre du projet d'habitat inclusif. Parce que l'intérêt, en fait, pour un SAD d'être partenaire d'un projet d'habitat inclusif, c'est que ça permet, et pour les habitants du projet aussi, c'est que ça permet de stabiliser 3-4 professionnels ou 2-3 professionnels qui sont formés et qui montent en compétences par rapport au profil du public, mais aussi avec une relation de confiance du coup qui s'installe avec les personnes locataires ou habitantes ou impliquées en tous les cas dans le projet. Et donc, du coup, ça permet aussi pour les professionnels du SAD de trouver une forme d'intervention qui est différente de projets ou d'interventions très individuelles et qui peuvent être très changeantes. Là, du coup, on est sur un autre type d'intervention et ça, c'est important de pouvoir le définir ou le stabiliser. Et enfin, effectivement, l'habitat se caractérise par des espaces de vie individuels associés à des espaces partagés. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Quand il y a des projets où il y a une colocation, ben, ça va être les espaces de vie qui sont mutualisés comme la salle à manger, la cuisine, la pièce de vie collective qui vont servir d'espace pour les temps collectifs. Quand il n'y a pas de colocation, eh bien, il y a nécessité dans le cadre du projet d'identifier un espace collectif dédié, soit un logement qui est transformé en espace collectif dédié, ça dépend après l'implantation du projet, soit une salle, une partie d'un LCR, d'un local collectif dans le cadre des logements sociaux qui peut être mis à disposition, une convention. Il y a des projets où il y a, je pense à un projet qui est sur le nord du département, et en fait, il y a eu la commune a mis à disposition une salle à l'intérieur de la salle des fêtes. C'est pile en face les logements des personnes âgées, parce que là, c'est un projet qui concerne les personnes âgées. Et du coup, c'est super pratique hein, parce que les personnes âgées n'ont qu'à traverser la rue pour aller dans l'espace collectif dédié où elles ont leur temps partagé dans le cadre du projet. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est bien ce public-là qui est ciblé et il y a ces points d'attention et de vigilance sur le développement du projet. Alors, vous voyez, quelle forme peut prendre le projet d'habitat inclusif? Ben, on va retrouver effectivement
là, dans l'existant au réel, 4 formes qui sont identifiées, mais la dernière qui, elle, soulève un certain nombre de questions et n'est pas à privilégier dans le cadre du déploiement de l'habitat inclusif, puisque elle expose à des… Enfin, en tous les cas, elle s'éloigne de ce qu'est l'habitat inclusif. Celles qui sont les plus intéressantes à avoir en tête et que nous, on privilégie dans le cadre du déploiement, c'est soit la colocation, soit l'habitat regroupé. Donc, la colocation, vous voyez, où vous avez chacun a son espace privatif avec, si on peut le plus possible, une salle de bain qui est aussi individuelle. C'est quand même ce qui est à privilégier. Et des espaces de vie qui sont collectifs, cuisine, salon, séjour, salle à manger, terrasse, voilà, qui sont partagés. Ça peut être une possibilité. On a aussi l'habitat regroupé, où là, dans l'habitat regroupé, on est sur une autre configuration, c'est qu'on est au sein d'un même immeuble ou d'un même immeuble collectif d'un bailleur social, soit dans le privé ou dans le public. Et là, on a des logements individuels qui sont transformés et qui sont soit construits, soit réhabilités, soit identifiés pour être dédiés à l'habitat inclusif en fonction du diagnostic, hein, bien sûr, initial et des besoins des personnes qui sont identifiés sur le plan local. Et cet espace collectif mis à disposition est facile d'accès. Donc, du coup, chacun a son propre logement et les charges, du coup, là, ne sont pas forcément mutualisées. Par contre, se pose la question du financement et de la prise en compte du logement et de l'espace, en tous les cas, de l'espace collectif. Ça dépend après les projets. Et enfin, on va trouver l'habitat diffus, où là, effectivement, les personnes sont en proximité sur une commune ou sur un quartier dans une commune, avec des logements propres et un espace collectif dédié qui est identifié sur le plan local avec voilà, des temps partagés. On peut avoir des hybridations entre ces projets, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple une partie de regroupé avec du diffus. On peut avoir une partie colocation et une partie regroupée, ou une partie colocation, une partie diffus. Le projet immobilier, en fait, dans l'habitat inclusif, il est au service du besoin qui est identifié de ce que souhaitent les personnes au départ, ce qui leur convient. C'est pas l'inverse. Comme dirait Denis Picteau, il l'a rappelé à la journée nationale là, de cette année là, qui était organisée par l'Audace. Un habitat inclusif, c'est pas une boîte, c'est pas un projet immobilier, c'est pas une boîte dans laquelle on vient caser les personnes. C'est pas du tout l'objectif. Donc du coup, bah, c'est pour ça que le projet immobilier il est au service du besoin et du diagnostic premier. L'objectif quand même qu'on a, c'est que les loyers soient les plus accessibles possibles, parce que le but, c'est que certes, les personnes puissent rester dans le cadre de l'habitat inclusif avec un projet de vie sociale et partagé, mais qu'elles gardent une capacité financière à continuer à faire aussi des activités par elles-mêmes qu'elles souhaitent poursuivre ou qu'elles souhaitent reprendre. Parce que ce qu'on voit aussi dans l'habitat inclusif, c'est que les personnes retrouvent une dynamique ou renforcent la dynamique des fois à retisser des liens, à aller au marché à plusieurs, etc., etc. Donc, du coup, c'est important aussi d'être attentif aux coûts financiers et au reste à vivre pour les personnes dans le cadre des projets. Alors, vous voyez, l'habitat inclusif s'inscrit, je vous le disais tout à l'heure, il part des besoins concrets et pas uniquement une opportunité immobilière, etc. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure. Il est vraiment sur mesure sur le plan local et il est intégré en cœur de bourg ou de ville dans un environnement qui est facilitateur par rapport à l'accès des services et où il permet effectivement de tisser le maillage petit à petit avec les acteurs locaux. C'est pour ça qu'un projet d'habitat inclusif, par exemple, quand on a un gestionnaire d'un établissement qui développe un projet d'habitat inclusif, qu'est-ce qu'on lui dit le plus souvent? On lui dit attention, ce n'est pas l'effet de filière dans le cadre des services que vous proposez, ce n'est pas un service de plus dans la palette pour les personnes que vous accompagnez déjà au sein de votre établissement ou de vos services de l'établissement. C'est un projet qui doit d'abord être co-construit
avec l'ensemble des acteurs locaux, en premier lieu en s'assurant de l'accord du maire de la commune et en partant de besoins identifiés et croisés avec, par exemple, les autres acteurs PH ou avec les autres acteurs PA du territoire. Parce que justement, l'idée, c'est que le projet, il soit le plus ouvert possible, mais avec une convergence de besoins possibles entre les publics. Souvent, on entend qu'un projet d'habitat inclusif, il est intergénérationnel parce qu'il va allier des personnes âgées avec des personnes en situation de handicap. Non, un projet d'habitat inclusif, il a d'abord pour objectif de cibler des besoins. Et donc, du coup, il va s'adresser à des personnes âgées ou bien à des personnes en situation de handicap ou bien à des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, attention, avec des convergences de besoins possibles et une volonté d'être dans un projet partagé au local. Ce n'est pas artificiel. Et donc, même dans le champ du handicap, il y a nécessité d'être vigilant à c'est quoi la nature des besoins des personnes et le profil des personnes pour pouvoir, juste une seconde, excusez-moi. Calendrier. Oh, déjà. Ah, c'est ta visio. Je prends des places pour 18h. Excusez-moi. Donc, du coup, par rapport à l'habitat inclusif, effectivement, il y a au niveau de l'écosystème l'enjeu, effectivement, de co-construire avec les acteurs locaux et de se poser la question de c'est quoi les convergences de besoins entre les personnes. Parce que le but, c'est quand même que les personnes choisissent de venir s'inscrire dans le cadre de ce type de projet. Donc, si elles se retrouvent avec des personnes qui sont trop éloignées d'elles en termes de besoins possibles dans un projet de vie sociale et partagée, ça perd totalement de son sens. Et en même temps, il faut que les personnes soient suffisamment stabilisées par rapport à leurs problématiques de handicap ou s'il y a des traitements associés, etc. Parce qu'il y a quand même nécessité d'avoir une certaine maturité pour pouvoir s'inscrire aussi dans le cadre de ces projets. Donc, c'est vraiment important voilà, d'avoir en tête que il y a bien, c'est pas que l'accès à un logement adapté, c'est l'accès à un logement, certes, potentiel, mais avec ce volet collectif qui est à disposition. C'est ce qui varie. Vous voyez, par rapport à l'offre que vous avez sur le territoire de la MEL, au niveau de la DT de Lille, avec les octaves. Les octaves, c'est un projet qui, lui, concerne uniquement des seniors et qui va permettre à des seniors d'accéder à un logement adapté, d'accord? Avec un accompagnement individuel à la carte lié au logement administratif. Il n'y a pas du tout de projet de vie sociale et partagé. Ça répond à notre besoin. Ça répond aux besoins de personnes âgées d'avoir accès à un logement adapté dans le parc social, très bien, avec un accompagnement individuel à la carte à côté. C'est une autre offre. OK? Dans l'habitat inclusif, on a bien ce volet collectif qui est nécessaire et qui est indispensable au niveau des personnes. Alors, sur l'aide à la vie partagée, donc le projet de l'habitat inclusif, en fait, dans l'évolution des financements, au départ, on était sur des politiques volontaristes. On est à présent, depuis 2021 dans le Nord, sur le financement du temps collectif par l'aide à la vie partagée. L'aide à la vie partagée, c'est un nouveau droit qui a été créé au niveau du règlement départemental de l'aide sociale, en lien avec la loi de finances de la sécurité sociale de 2021 et ses évolutions en 2023. Et donc, du coup, le département du Nord a fait le choix, comme avec certains départements nationaux, au national, de s'engager dès 2021 dans l'aide à la vie partagée. Ce qui vous permet effectivement, et ce qui permet aux nordistes, uniquement dans les projets qui sont conventionnés porteurs 3P,
Donc, uniquement les projets qui ont signé et qui sont inscrits dans une programmation qui a été validée entre la CNSA, le département, le préfet et les membres de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif au local, peuvent du coup être éligibles à ce droit et à cette aide à la vie partagée. C'est ce que vous aviez dans le petit film du début. Parce que effectivement, là, vous regarderez, on vous a remis les textes sur le plan départemental. L'aide à la vie partagée, c'est vraiment le levier qui va permettre de financer le poste de coordinateur, animateur, régulateur et le fait que ce poste ait du petit matériel pédagogique à disposition pour pouvoir mettre en œuvre avec les habitants le projet de vie sociale et partagé. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup, ce déploiement à l'heure actuelle? Sur le plan départemental, vous avez cette cartographie qui vous permet d'avoir la vision en fonction des communes d'implantation du développement là le plus récent, puisque là, c'est les 85 projets. On était à 54 projets en 2021, on est passé à 79 en 2022. Et là, à 85 projets en 2023, vous voyez les couleurs progressivement là qui s'étoffent des projets, avec des projets qui sont soit concernés et destinés à des personnes âgées, soit des projets qui concernent les deux publics, soit des projets qui sont uniquement destinés à des personnes en situation de handicap. Et donc, si on zoome plus particulièrement sur la direction territoriale de Lille, vous voyez que ça vous permet d'avoir la vision, là, plus précisément, des projets qui sont existants à l'heure actuelle. Alors, certains sont encore sur des phases d'ingénierie qui se terminent, mais il y en a un certain nombre qui sont déjà en phase de fonctionnement et vous avez peut-être été en lien, vous avez connaissance peut-être de personnes qui sont déjà impliquées en tant que locataires sur ces projets. Alors, en illustration, on voulait, mais je ne sais pas, Emeline, du coup, au niveau du timing, parce que je vois on est au bout de l'heure. On peut peut-être partager une seule vidéo. Je passe une vidéo, du coup, sur un des projets. Ouais, ok. Oui, une seule vidéo peut-être, on sera peut-être plus léger sur les outils. Ouais. Alors, je vais aller rechercher, du coup, la vidéo en question. Alors là, là, c'est une vidéo sur un projet, et vous en avez plusieurs sur la métropole lilloise, mais on va vous remettre le lien dans le support où vous aurez accès à d'autres vidéos, d'autres projets. Alors, à la fois sur le site du département, vous avez des vidéos qui concernent des projets qui sont sur le périmètre de l'ADT. Vous en avez sur d'autres territoires, parce qu'il n'y a pas forcément des vidéos à ce jour qui aient été faites sur chaque projet pour l'instant au niveau départemental, mais ça peut vous donner des idées aussi, même dans les échanges avec le public, de voir qu'est-ce que ça apporte aux personnes et qu'est-ce qu'elles y trouvent dans le cadre de ces projets. D'accord? Donc là, le projet en question, c'est un projet qui est développé par l'association La Vie en Soi, qui s'adresse à des personnes en situation de handicap avec une problématique de cérébrolésion. Ce n'est pas le seul porteur, on en a un autre dans le Nord qui aussi s'adresse à ce public-là, mais ça vous permet de voir déjà à l'échelle de ce projet qui se trouve sur le territoire de Lomme et Capinghem, comment justement le projet est existant et qu'est-ce que les personnes, elles y trouvent. D'accord? Alors, je vais repartager la vidéo en m'assurant qu'il y a bien, voilà, le son, on est bon. Donc, hop, là. C'est dans un bel appartement lumineux à Lomme que Dominique a élu domicile avec Eric, Anne, Dominique et Sofiane. Ces 5 colocs souffrent d'une lésion cérébrale qui handicape les actes de leur vie quotidienne. Mais ce n'est pas leur seul point commun, ils partagent aussi l'envie de vivre ensemble.
Je ne veux pas aller en maison de retraite. Je ne veux pas y aller du tout. Il fallait que je partage ma vie avec d'autres colocataires et ça me convient parfaitement. Grâce à l'association La Vie devant soi, un logement adapté leur permet de mener une vie sereine et de prendre part aux activités du quartier. L'idée en fait de ce dispositif, c'est de permettre à des gens de vivre comme tout à chacun dans leur propre logement et de pouvoir dans ce lieu en fait développer un projet personnel, mais aussi un projet partagé dans le cadre des actes courants de la vie quotidienne, mais aussi au travers de partage d'activités au quotidien. Clara, coordinatrice de l'appartement, est là pour s'assurer que la coloc fonctionne et que les locataires s'y sentent bien. Elle veille également à ce que chacun s'investisse dans un projet personnel qui lui tient à cœur. Donc avec eux, je construis leur projet de vie et on essaye de le mener à bien. Donc en lien avec les partenaires qui interviennent auprès des locataires et aussi avec la famille. Un projet de vie, donc ça peut être comme Eric, c'est un projet de retour à l'emploi. Pour Anne, c'est de partir en vacances en Martinique. Et pour Dominique, c'est un tout autre projet. Je prépare mon baptême pour le mois pour Pâques, l'année prochaine. Et ce n'est pas le seul projet de vie pour elle, car en plus de ses nouveaux amis, cette colocation lui a permis de rencontrer l'amour à 2 pas d'ici, dans le foyer géré lui aussi par l'association. J'ai rencontré quelqu'un au foyer. Ouais, qui vient 2 fois par semaine. Oui, ça va gerber. Alors là, c'est une illustration parmi d'autres, hein, puisque on avait évoqué aussi, il y a dans les projets qui sont existants sur l'ADT, des projets qui sont, par exemple, comme le projet de l'Arche, la Maison Saint-François, qui est sur le secteur de l'île, limite Mont-Saint-Barreul, où là, on a un public PA et PH au niveau du projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une diversité dans les projets qui existent. Maintenant, effectivement, il y a le projet, par exemple, sur l'île qui est porté par le GHICL et qui est sur Saint-Maurice-Pelvoisin et qui s'adresse à des personnes âgées uniquement. Donc, vraiment, je pense qu'il y a à découvrir les projets déjà qui sont existants. Et quand les personnes souhaitent, justement, c'était les slides suivantes, mais sur le rôle du coordinateur animateur, dans ce qui était dit là dans la vidéo, il a vraiment une fonction dans l'aide à la vie partagée où il a, déjà, il peut y avoir une personne qui exerce la fonction de coordinateur et une autre la fonction d'animateur. Ça, c'est possible. Ça dépend après des porteurs de projet, de la façon dont les choses sont construites. Mais le coordinateur animateur, il va faciliter la participation sociale des personnes et le développement de la citoyenneté. Il va favoriser aussi le projet de vie sociale et partagé et le fait que le contenu soit évolutif, adapté aux personnes, favoriser la régulation du groupe et l'utilisation des espaces partagés pour permettre la réalité du projet de vie sociale et partagé, favoriser le vivre ensemble entre l'habitat et l'environnement des personnes au niveau local, comment on va faire le lien avec les voisins, le quartier, et ça passe vraiment par la dynamique de groupe et comment chacun après va tisser des liens individuellement aussi dans cet environnement. La coordination des intervenants et la fonction de veille. Alors attention, effectivement, dans l'habitat inclusif, on le remet un peu après, le rôle du coordinateur, ce n'est pas de se substituer aux accompagnements médico-sociaux individuels ou des accompagnements sociaux pouvant exister. Il va être juste facilitateur ou mettre la personne en lien et il n'a pas pour rôle de coordonner, d'intervenir dans les accompagnements individuels qui sont mis en place, que la personne choisit, bien sûr, ça ne lui est pas imposé, et il va être en veille active parce que effectivement, il a pour rôle aussi, comme le projet est inscrit dans un écosystème et dans un réseau au niveau local, du coup, il y a nécessité qu'il fasse l'articulation
l'articulation avec, par exemple, si le besoin d'une personne évolue et que sa problématique de perte d'autonomie se développe, comment on va faire l'articulation en lien avec les personnes qui accompagnent la personne en question et aussi avec éventuellement un EHPAD au local, etc. Donc, il va aussi avoir tout ce rôle de facilitateur. Il a aussi dans sa fonction le rôle, donc voilà, il ne coordonne pas les interventions médico-sociales, il ne réalise pas d'accompagnement social ou médico-social lui-même. Par contre, il va mettre en lien le locataire avec les acteurs locaux en fonction des besoins repérés et de la façon dont si la personne est OK. Et il va du coup favoriser aussi le lien avec les ressources locales en fonction du projet de vie sociale et partagée que les personnes enrichissent. Il va aussi varier son intervention en fonction du nombre de logements qui sont inscrits dans le cadre du projet. Je ne l'ai pas dit depuis le début, autant pour moi, c'est qu'un projet d'habitat inclusif, c'est entre 6 et 12 personnes grand maximum. On ne va pas au-delà et les textes là en cours au niveau national nous encouragent même à peut-être laisser le curseur à 10. C'est des choses qui vont être reprécisées dans les mois à venir. Mais du coup, vous voyez, c'est un projet à taille humaine. Et donc, du coup, le coordinateur animateur va peut-être aussi favoriser des fois la recherche d'autres financements complémentaires ou la coopération avec d'autres acteurs au local. Je pense à un projet où les habitants avaient envie de faire évoluer un peu la décoration dans l'espace collectif dédié. Et il y a eu un partenariat qui s'est créé et qui a été développé avec les compagnons bâtisseurs au niveau local. Et les compagnons bâtisseurs sont venus travailler avec les locataires du projet et ils ont retravaillé la déco et l'amélioration de l'espace collectif dédié ensemble. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur cette ouverture locale et sur le fait effectivement que le rôle du coordinateur animateur, c'est de privilégier à la fois la dynamique de groupe, que chacun trouve sa place, la régulation de cette dynamique de groupe, sans pour autant être dans l'accompagnement médico-social et en favorisant l'ouverture vers le territoire, vers le quartier, faciliter la participation citoyenne des personnes en fonction de leurs projets aussi individuels et des liens qu'elles tissent au niveau local. Donc vraiment, on n'est pas du tout dans une posture où le coordinateur animateur décide pour le groupe. Au contraire, il est au service du groupe. Donc là, vous le retrouverez avec plus de détails. Là, on vous a remis, parce qu'on trouvait que c'était intéressant, les mots-clés qui étaient ressortis l'année dernière. La CNSA a mené une étude nationale de mesures d'impact social en lien avec les départements impliqués dans le développement de l'habitat inclusif. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les mots-clés de cette étude que les habitants qui ont été consultés on fait ressortir par rapport à l'habitat inclusif, on retrouve des notions comme la liberté, comme le fait de se sentir bien, que ce soit chaleureux, convivial, qu'il y ait une bienveillance des uns par rapport aux autres dans le cadre des projets. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir ce que les personnes restituent de ce qu'elles ont commencé à trouver dans les projets qui sont existants sur le plan national. Au niveau d'un projet réussi, il y a vraiment cette nécessité de fédérer des acteurs locaux, de s'associer avec les personnes le plus tôt possible dans le montage du projet. Le fait aussi de favoriser le collectif, vous voyez, de trouver un équilibre entre le respect des libertés individuelles et la place au collectif. Parce que l'habitat inclusif, c'est cette dentelle-là qui est à l'intersection entre les deux. Le fait effectivement qu'il y ait des profils entre les personnes qui permettent des convergences, parce que si elles sont trop éloignées en termes de profil et de besoins, c'est complexe. C'est aussi pour des personnes d'accéder à des logements de meilleure qualité que ce qu'elles avaient préalablement, mais aussi un logement qui permet de garder d'une capacité de financement et d'autofinancement pour d'autres aspects que le projet de vie sociale et partagé au quotidien. Et par rapport aux outils liés à l'habitat inclusif, on vous a remis, alors vous avez le tuto qui vous a été remis au début, là, qu'on vous enverra du coup. Alors là, je pense que c'est
en WeTransfer qu'on pourra uniquement l'envoyer. Je ne suis pas sûre que le lien soit effectif. Il va être compliqué celui-là, le lien, parce qu'il est lourd, je pense, un peu le tuto du début, mais ça peut vous intéresser. Là, il y a le support en méthode Falk qui a été présenté également l'année dernière et qui a pour objectif justement de pouvoir présenter de façon ciblée, adaptée et simple d'accès l'aide à la vie partagée et l'habitat inclusif. Il a été réalisé avec un groupe de personnes en situation de handicap dans le cadre de la méthode Falk. On vous remettra en lien, vous l'avez sur le site du département, mais le formulaire de demande d'aide à la vie partagée. Alors attention, même si c'est un formulaire qui est existant, c'est pas vous en tant que professionnel qui le remplissez avec les personnes. Hein. Pour arriver dans un projet d'habitat inclusif, il y a d'abord le fait que les personnes prennent contact avec le coordinateur dans le cadre d'un projet, aillent rencontrer à plusieurs reprises les habitants du projet, prennent la température du projet, que le groupe aussi puisse rencontrer la personne qui sera intéressée. Donc, ça prend du temps. Ça ne peut pas être des orientations en urgence. Hein, c'est vraiment du droit commun. Hein. Et le formulaire, en fait, c'est le porteur de projet qui, après, amènera la personne, lui donnera pour qu'elle puisse le compléter. Mais une fois qu'elle est un peu plus sûre d'arriver dans le cadre du projet. Donc, on vous remettra le site du département du Nord où vous avez accès à l'ensemble des documents. Et on vous a remis également en document de référence, si ça vous intéresse pour approfondir, le guide de 2017 qui était national sur ce qu'est l'habitat inclusif et des fiches techniques en lien avec l'habitat inclusif. Un support de l'ANAP, de l'Agence nationale de l'amélioration de la performance qui lui revient sur les étapes clés préalables au développement d'un projet. Le lien avec le rapport Picto-Wolfram de 2020 hein, qui pose les jalons en tous les cas du développement de l'aide à la vie partagée. Et vous avez dans la slide suivante, voilà, le cahier pédagogique de 2022 de la CNSA qui va être revu là en 2024, qui est vraiment très facile d'accès, qui permet de revenir sur des éléments de façon synthétique de ce qui vous a été présenté là aujourd'hui et qui vous permet voilà, d'avoir aussi des éléments complémentaires sur le cadre de l'habitat inclusif sur le plan national. On pourra vous faire passer la version 2024 quand elle sera publiée par la CNSA. Hein. C'est des documents qui ont vraiment une visée nationale en termes de communication. Et là, donc, on vous a remis, vous aviez eu la présentation de l'accueil familial en amont. Et là, on vous a remis l'adresse habitat inclusif lenord.fr qui est accessible à tout un chacun si vous avez des questions sur l'habitat inclusif, outre après, bien sûr, le lien avec les collègues de la NDPH et du pôle autonomie au niveau local, hein, dans le cadre du réseau, et le nom des différents membres de l'équipe au niveau de la direction autonomie. Je suis désolée, on est au-delà de l'heure. Je suis désolée pour les interférences Tout va qui bien, sont bien Nathalie. involontaires. En tout cas, un grand merci pour ta participation. On sent que tu es très investi sur le sujet et tu le partages avec beaucoup d'énergie. Donc, un grand merci. On vous envoie très rapidement les supports dès que tout ça est finalisé. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Une très bonne journée à tous et à toutes.